Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et nous partons cette semaine à la recherche de Gabriel Fauré en excellente compagnie, puisque c'est celle du musicien Bertrand Roulet. Soyez les bienvenus. Musique en mémoire, Jean-Luc Rider. Bonjour David Mestrine. Bonjour Jean-Luc. Bertrand Roulet, musicien, oui, pianiste, mais aussi compositeur et dépositaire d'un savoir extraordinaire, et notamment sur Gabriel Fauré, comme il nous le prouve cette semaine, depuis le piano de la radio-télévision suisse, le Bosendorfer. Oui, pour décortiquer, si l'on peut dire avec le meilleur sens possible de ce mot, l'opéra Pénélope de Gabriel Fauré. Aujourd'hui, on revient sur les motifs wagnériens dans cette œuvre, avec les prétendants, le motif d'Ulysse et les autres. Et je te parle au nom de tous, et je te blâme. Nous t'avons accordé de suffisants délais. Entends-tu? Que disait cette voix, ce commandement tendre? Ulysse me disait de l'attendre. L'attendre? Ah, il ne reviendra plus. Je l'attends. Minerve le protège. Et si juste d'ici, Ulysse, ce soir même apparaîtra splendide. Lausanne, 10 août 1907. Hélas, je n'ai pas fait grand-chose hier. Je travaille mieux aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que je travaille tous les jours. Ce matin, j'étais assis à mon balcon à 7 heures. C'était délicieux. Le soleil n'éclairait que la côte de Savoie et n'avait pas encore tourné de mon côté. J'étais devant un paysage gris clair et dans une atmosphère de fraîcheur exquise. 23 août. Carte postale. Ce matin, je viens de recevoir un mot de Paul Dukas, un artiste que j'estime énormément à tous les points de vue, m'annonçant sa visite. Il vient de Chamonix et du Mont-Blanc. Il ne parle pas beaucoup, nous passerons donc une bonne journée à penser chacun à notre musique. 24 août, j'ai reçu Paul Dukas au débarcadère hier à 3 heures. Comme il vient d'alpiniser pour de bon, je l'ai promené dans le vieux Lausanne, cathédrale, château, etc., pour varier ses plaisirs d'avec les sommets neigeux. Lausanne, 29 août 1907. J'ai bien travaillé hier, en dépit d'une chaleur torride, et j'ai avancé ma besogne. Mais je crois bien que la semaine prochaine, je prendrai 2 ou 3 jours de repos, avec mon carnet à musique et des feuilles du poème dans ma poche, pour aller faire un tour du côté de Thun. Lausanne est infestée de Parisiens et de Parisiennes qui chantent divinement ma musique. Mais le cher maître n'a pas d'habit de soirée, ce qui le sauve de gens si chics. En retour au prélude de Pénélope dans ses lettres de Gabriel Fauré à sa femme, rédigées lorsqu'il compose donc le début de son opéra. On a vu aussi hier déjà Bertrand Roulet, le soin qu'il y met et le travail que cela lui donne. C'est pas si simple. Et comme vous nous le montrez aussi à votre piano, encore une fois, pour cette 3e émission, il y a beaucoup de profondeur dans cette écriture.
Oui, une écriture qui va beaucoup plus loin que la simple juxtaposition de motifs reconnaissables. Maintenant, ce motif des prétendants qui va l'occuper dans les lettres qui viennent et qui est son travail. Les prétendants à la main de Pénélope alors qu'Ulysse est absent, donc dont on attend impatiemment le retour. C'est simplement une seconde, une dissonance qui vient mordre l'intervalle descendant, l'intervalle de Pénélope. Et maintenant... Et puis le drame est finalement très facile à résumer. Donc ces prétendants, ce sont les méchants, Bertrand. Mais Pénélope et Ulysse sont séparés. Puis, en absence d'Ulysse, la nature n'aime pas le vide. Il y a ses prétendants et métaphoriquement, on pourrait dire que chaque fois qu'il y a des unions ou incomplétudes, ou aussi entre nous, si nous avons perdu notre direction, notre Ulysse intérieur, eh bien on peut choisir d'accueillir ou pas tous ces prétendants. On pourrait aussi voir cette idée que chaque fois qu'une unité est rompue, ça peut se passer au niveau d'un peuple qui se fait envahir par un autre, d'une famille ou un membre de la fratrie voilà, se permet. C'est donc un drame qui est plutôt qu'on peut voir sous cet aspect général, même au niveau peut-être des idées. Fauré n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se fait dans l'évolution de la musique. Il y a aussi des prétendants dans le domaine de l'art. Si vous pensez qu'une chanteuse ne fait pas son travail en prononçant correctement, en disant le long du cœur est grand vaisseau, c'est clair que si une chanteuse prononce aussi mal que ça, les gens préféreront écouter Francis Cabrel qui va dire « le long duquel les grands vaisseaux ». Et voilà, ce sont des prétendants à cause des Ulysses absents. Et dans le livret de René Fauchois, ici, donc ces prétendants sont peints avec noirceur, donc ce sont vraiment des mauvais garçons qui veulent profiter d'une jeune fille. Eh bien, on voit, en tout cas dans le livret, que tout est concentré sur le fait de cette force usurpée. Et c'est ça que je trouve universel et qu'on peut interpréter sur plein de niveaux différents. Et surtout musicalement, chez Fauré, on voit que vraiment il y a un désordre qui s'est établi, mais plutôt parce que c'est dans la nature des choses, de notre condition humaine, que par le hasard, que simplement anecdotique, d'un personnage qui serait méchant justement envers un autre. C'est vraiment un drame universel. Et la manière dont il traite ces prétendants, c'est vraiment plutôt comme la multiplication d'une maladie. Ils ont vraiment ce profil denté, comme ça, multiplié, plutôt comme, on pourrait dire, mon nom est Légion, disait le démon dans l'Évangile, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que ce thème, il a plutôt une profusion polyphonique, bactérienne. Ils sont 4, les personnages dans l'opéra, mais donc ils se multiplient. Ça se traduit par tout ce travail polyphonique très intéressant où vous pouvez repérer par exemple entre ma main droite et ma main gauche, si maintenant j'isole le thème, des canons toujours. Et si je joue maintenant un petit peu lentement ce qui se passe à leur entrée, c'est un opéra qui est plein de subtilités harmoniques à tout moment, mais qui vont assez rapidement. Maintenant, je joue vraiment 3 fois plus lent. Donc des dissonances, Bertrand Roulet, et puis des décalages rythmiques un peu bancaux, comme ça, qui reflètent un peu les personnages. Leur Absolument. noirceur. Et tout à fait en rupture avec toute même cette grande unité qu'il y avait entre les motifs de ces deux moitiés séparées que sont Pénélope et Ulysse. Par exemple, si on regarde la basse du thème de Pénélope dans une de ces séquences, et puis Ulysse, il y a beaucoup de similitudes. On a aussi des fragments qui annoncent le thème d'Ulysse chez Pénélope. Donc il y a justement cette porosité. Et puis du point de vue
harmonique, c'est plutôt quand même des intervalles consonants, tandis que le thème des prétendants court sur un mode qu'on trouverait plutôt avec des tonalités arabisantes à cause du chromatisme, toujours de cette seconde. Ce qui fait qu'on le reconnaît facilement. Et puis Fauré s'attache justement, au-delà d'une certaine trivialité de certains échanges verbaux, de montrer la progression de ses forces et de faire un travail musical de composition extrêmement raffiné. Par exemple, ça c'est très clair, aussi le côté vulgaire. Le fait de montrer ce matérialisme, cette avidité, cette sensualité, mais qui a accouplé à un état d'esprit brutal. L'idée aussi des quintes superposées, qui est une des séquences du thème d'Ulysse. Ceci. Ça, c'est une énergie, une force qu'il y a dans l'homme, plus que simplement le thème d'Ulysse. La preuve, c'est que cette énergie, elle est comme mangée, dévorée, envahie par les pucerons dans ses progressions avec les prétendants. Et c'est là où Fauré devient vraiment un musicien extrêmement moderne. Oui, à propos de ce passage, il y a à nouveau un témoignage dans la correspondance de Gabriel Fauré, lorsqu'il compose sur des paroles qui ne lui plaisent pas forcément. « Je me bats toujours », dit-il au 2 septembre 1907, toujours daté de Lausanne, avec mon texte qui, forcément, n'est pas toujours très lyrique. Nous voulons lui parler, qu'elle vienne, court de notre part le lui dire chienne, et en réalité, c'est moins la trivialité des termes qui me choque que la précision de la rime qui me gêne. Elle répond trop du tac au tac. Et dire qu'on est quelquefois arrêté par des niaiseries comme cela tout un jour, car il faut tout de même un accent musical là-dessous. Enfin, Pénélope va entrer en scène et avec elle, de la noblesse et de l'élévation. Et Gabriel Fauré écrit encore 2 semaines plus tard, au 15 septembre, « Pénélope est entrée en scène. La fin de la scène précédente, ou plutôt l'enchaînement avec la scène présente, a été l'occasion d'un sérieux effort. Les prétendants veulent forcer la porte, la vieille Euryclée leur barre le passage, et l'orchestre gronde avec le thème obstiné de ces messieurs, et par-dessous avec un fragment du thème d'Ulysse qui leur mord les jambes. Et cela monte jusqu'à l'explosion d'un accord qui, dans le prélude, traduit le plus pathétiquement la douleur de Pénélope. C'est sur l'éclat et l'expression de cet accord qu'elle apparaît, appuyée sur l'épaule d'Eurynome, que les prétendants reculent intimidés et que la vieille Euryclée tombe à ses genoux. Cela fait 4 pages de combinaisons qui n'ont pas été faciles à réaliser. Enfin, ça y est. Nous voulons la voir, qu'elle vienne de notre part pour lui dire nous sommes là de céder à osez-vous pénétrer jusqu'ici, prince lâche, hors de ces lieux qu'emplit votre tumulte avant, mettez point vos bras dans ces illustres tâches. Et toi, vieille, serre-nous sans murmure aussi là, va trouver Pénélope et la mène. La chercher. Non, vous apprendre allons la chercher nous-mêmes et nous casse. Pour se défendre et la défendre en prétendant, la vieille Euryclée a des ongles et des dents. Malgré tes cris, malgré ta fureur ridicule, nous irons la chercher nous-mêmes à Hercule.
On est à la 4e scène de Pénélope dans cette interprétation avec Josephine Vesey dans le rôle titre, la direction de David Lloyd-Jones, un disque enregistré à Cardiff en 1977 que vous avez choisi, Bertrand Rollet, et avec cet atelier du compositeur qu'on a à la fois par sa correspondance de Lausanne où il nous raconte tout ce qu'il fait et avec vous qui nous montrez aussi en détail au piano, Bertrand, ce qui sous-tend ce langage musical très wagnérien comme on l'a dit, c'est-à-dire que on a une exploitation en tout cas des thèmes, mais pas seulement, des thèmes des personnages. Oui, les motifs, c'est toujours une manière d'accéder au trésor de la symbolique, de l'analogie entre la musique et la vie et notre intérieur, tel qu'on peut avoir des choses en haut, en bas, intenses, douces, dures, tout ça forme tout ce langage. On sent très bien que cette dureté, ce côté mordant des prétendants, on pourrait aussi le voir établir une ligne transversale, comme chez Proust, entre ces personnages, avec d'autres éléments. Par exemple, le thème d'Ulysse. On pourrait dire que ça, c'est un élément d'Ulysse, une volonté guerrière peut-être, en tout cas virile, et puis toujours l'octave, d'aller d'un plan à un autre, retrouver les mêmes éléments d'un étage à un autre, c'est souvent un signe d'idéalisme dans la musique. Alors on pourrait dire que les prétendants, c'est peut-être la virilité d'Ulysse, mais sans sa verticalité, uniquement. Peut-être on est plus simplement au niveau pulsionnel, mais voilà, c'est cette même force qui parcourt tous les personnages et c'est ça qui est absolument prodigieux et qui rend le travail de composition extrêmement complexe parce que il y a justement cette grille d'interprétation possible, ces passerelles qui s'établissent entre tous les éléments. Et vous me glissez, Bertrand, encore un texte de Gabriel Fauré à propos de son travail, cette fois daté du 7 septembre 1907. Il y a toujours aussi, comme c'est destiné à sa femme, des cartes postales, un peu des descriptions de la beauté du paysage lausannois. Je suis sorti un peu hier, j'ai été photographier des cygnes à Ouchy. Et puis j'ai travaillé très bien. Euryclée, la vieille nourrice, intervient au bruit que font les prétendants et j'ai imaginé d'établir déjà l'impression que produira Pénélope au 3e acte, lorsqu'alors qu'elle ignore encore que le vieux mendiant est Ulysse, elle menace les 10 prétendants de je ne sais quel danger qu'elle ignore, mais qu'elle sent planer sur eux. Le langage orchestral de la scène d'Euryclée contient donc en germe la tragédie finale. Entre Euryclée et les prétendants, le dialogue n'est pas terminé. Il est important que je ne le hâte pas parce qu'il prépare l'entrée de Pénélope, que je tiens dans mon esprit, mais que je n'ai pas encore réalisée. Je suis enchanté de travailler méthodiquement. L'atmosphère générale de la sorte restera bien la même d'un bout à l'autre de l'ouvrage. Il termine comme ça, avec ce beau temps et en raison d'une réelle fatigue qui me cause des insomnies, je me décide à partir lundi matin pour Thun. Mardi soir, je serai à l'hôtel Victoria à Interlaken et jeudi de retour ici. Mais cette lettre est très intéressante parce qu'on voit très bien que le travail de Fauré se fait vraiment sur 2 niveaux. Il y a vraiment ce point de vue général où il voit déjà, sans l'avoir fait, ce qu'il veut établir dans le 3e acte et en fonction de ça, il travaille sur le 1er acte et en même temps, il doit résoudre pas à pas les problèmes techniques les plus concrets. Donc c'est vraiment en cela qu'il a parfaitement, d'une manière, mais vraiment pour un wagnérien, c'est juste la perfection. C'est exactement la même démarche. Et ça va vraiment se loger dans des détails qui sont savoureux pour un musicien, parce que Pénélope, c'est vraiment fait de beaucoup de petits tableaux, comme chez Wagner d'ailleurs, il y a un côté miniaturiste et beaucoup de petites clairières de détails. On peut vraiment soulever une fleur et y trouver un scarabée rare qui est collé dans la corolle, ou des choses presque qui sont des subtilités, presque pour le plaisir des yeux dans la partition. Par exemple, quand Antinoüs, un des prétendants, s'exprime avec ces mots, « Un époux qui n'est plus vaut à notre bonheur ces retards superflus ». Les retards en musique, cela signifie la dissonance qui va se résoudre. Donc ça, c'est un retard. On peut aussi avoir un rythme retardé avec une syncope. Et donc là, Fauré va faire à la fois un retard rythmique, un décalage rythmique, et puis il va vraiment étirer, faire une espèce de... Tout est retardé pour arriver à ça. Donc c'est retard sur retard sur retard sur retard. Donc attention, c'est vraiment pas le pied Jésus du Requiem. On est vraiment dans quelque chose...
c'est comme chez Strauss. Le vieux Strauss peut des fois faire des choses qui sont même plus modernes que Bartók ou que Stravinsky, ou même des choses incroyables. Mais après, ça se résout dans autre chose. Mais il y a vraiment des éléments comme ça qui sont extrêmes. Vient ensuite un passage extrêmement lyrique où là, nous allons bien comprendre la différence entre le motif, qui n'est qu'une manière de mettre un visage aux différents éléments du langage musical. Par exemple, quand Wagner fait et qu'on appelle ça le thème de la lance, le thème de la loi, il ne fait pas en somme quelque chose de très différent par rapport à Mozart qui, dans la loi, dans le requiem, le jugement dernier, va mettre simplement entre le thème fini et tous ses composantes et puis la manière de puiser dans le langage musical dans sa totalité, il y a juste cet entre-deux, cette thématisation, on va dire, des éléments de base. C'est pour ça que les motifs doivent toujours être très simples et au fond finalement se confondre avec les éléments vraiment basiques du langage musical et leur donner juste un aspect déjà profilé et conscient. Voilà, je pense que c'est une manière de peut-être de voir justement ce phénomène de motif comme quelque chose qui est vraiment dans la patte elle-même du langage, que si on regarde une partition vraiment en détail, il n'y a pas un élément motif et un élément non motif. C'est uniquement quand on regarde de loin que pour des gens qui n'ont pas la compétence nécessaire et qui peuvent être même des membres assidus même d'un cercle Wagner, hein, c'est pas ça recouvre vraiment toutes sortes de personnes. Très peu de gens ont compris cette continuité au travers des motifs, entre les motifs. Et Proust l'avait très bien compris. Il y a des passages très précis, je crois, dans La Prisonnière, où il voit bien que les personnages ne sont pas que des personnages, que c'est très naïf de penser qu'un thème n'est que ceci ou cela, qu'on n'est pas au niveau des choses, mais des énergies, et d'un aspect mouvant. Voilà, c'est aussi toute une philosophie. C'est une manière non cartésienne de penser. Et pour revenir avec ce que je disais, peut-être à force de lire Proust, je fais des parenthèses dans les parenthèses. Proust très proche de Gabriel Fauré, comme vous nous l'avez montré. Oui, d'ailleurs, il y a même une lettre de Proust à Fauré où il dit qu'il s'enivre de cette musique. C'est vraiment un de ces musiciens fétiches après Wagner et qui revient tout le temps en filigrane dans la recherche. Et donc là, on voit bien la différence dans le passage qui va venir entre le motif, l'élément de base, et le flux mélodique. Que le flux mélodique n'est pas un collage de mosaïques de petits motifs, mais que c'est autre chose. Et il s'en ouvre, je crois, dans une des lettres que vous avez là sous les yeux. Oui, le 25 septembre 1907 à Lausanne. J'ai fait, je crois, de très bonnes besognes hier. Il y avait de quoi piétiner depuis 3 jours, mais tout cela s'est formulé, et après l'animation croissante, avec dans l'accompagnement la partie héroïque et presque joyeuse du thème d'Ulysse, des premiers vers, j'ai trouvé pour ces mots, j'ai tant d'amour à lui donner encore, des accents amplement pathétiques et expressifs, je l'espère, avec dans l'accompagnement le thème largement présenté de Pénélope. Alors c'est admirable de voir que ce thème qui revient tout le temps, on ne s'en lasse pas parce qu'il est vraiment constitutif du langage comme une sorte de chaque fois d'idéalisme et de force. Ici dans l'accompagnement pour dire il est vivant, le héros que j'adore, etc. Donc là... On verra au passage justement ce dont je parlais, ces harmonies qui passent rapidement, mais qui sont tellement soignées. Là, je ne joue que l'accompagnement. On a le texte, la partie vocale qui dit « ses yeux lanceront des éclairs joyeux » et puis on a cette magnifique énergie bondissante, un resserrement rythmique. Et voilà un passage très riche d'enseignement. Le motif, c'est ce que fait l'orchestre. Ce qui pourrait être de simples accords d'accompagnement, mais c'est notre thème de Pénélope.
ou bien sous sa variante tragique. Alors voilà, on a donc ces accords. Et puis on a la partie vocale qui ne peut être que parfaitement juste sentie. Elle est venue vraiment avec tout le naturel dont on peut rêver pour un opéra. J'ai tant d'amour à lui donner encore, car je sens que lorsqu'il était à mes côtés, je n'ai pas savouré toute la volupté de sa parole tendre et de son fier visage. Donc vraiment cette très belle ligne vocale nous fait oublier qu'on a ce travail en même temps très intellectuel, très contrôlé. Et puis une mélodie, la grande mélodie, c'est vraiment un cas vraiment d'école pour bien comprendre la différence entre le thème, ce que Wagner appelle la mélodie infinie, et le motif. On pourrait dire que cet art total que Fauré a tellement bien compris, ce qui me fait tellement regretter qu'il n'ait pas écrit d'autres opéras, permet justement d'avoir une parfaite jonction, puisqu'on va au-delà de l'individualité, entre l'élément émotionnel et l'élément intellectuel. Un époux qui n'est plus, faut à notre bonheur, ses retards se fuir. Il reviendra, je suis certaine. Mon oreille entendra sa voix, sa chair à moi, plus belle encore, d'avoir été lointaine. Ah, par instant, je crois la voir, et je la vois. Il est vivant, le héros que j'adore. Ses talents sont grands sur ses dents. Ses yeux, dans son monde, il éclaire joyeux. J'ai tant d'amour à lui donner encore, car je sens que lorsqu'il était à mon côté, je n'ai pas savouré toute la volupté de sa parole et de son fier visage. Et qu'un jour j'avouerai et Cette belle scène avec Pénélope et cette expressivité que vous nous montriez, Bertrand Roulet, liée aussi à la subtilité de l'écriture intellectuelle, comme on pourrait dire, et une expressivité qui court tout au long de cet opéra de Gabriel Fauré. C'est très clair, oui, quand on regarde en détail aussi le maniement de l'harmonie n'est jamais gratuit. Quand le texte nous dit, c'est Eurymaque, un des prétendants, dès que ce linceul sera fini, tu dois entre nous arrêter ton choix. Eh bien, voyons comment les modulations, donc les tensions entre les familles d'accords, peuvent justement nous montrer cette hésitation, ce choix qui n'est pas arrêté. Alors, on part du thème de Pénélope, ces deux accords descendants, mais dont l'harmonie est ascendante, ce que j'avais expliqué avant. Et alors maintenant, on voit qu'on part toujours de cette note. Si je joue que la voix supérieure,
Voilà, on a donc une hésitation, et puis chaque fois, l'accord va aboutir sur une nouvelle couleur. C'est comme si on est dans un couloir, on a plusieurs portes, on ouvre ces portes et on n'y entre pas. On reste dans le couloir, on ouvre une autre porte. Et puis on fait ça plusieurs fois. Alors ça traduit d'une façon très claire le texte. Première porte, deuxième. Non, on s'y engage pas. On revient. Même séquence, mais plus haut. Et puis on n'a pas pris de décision parce qu'on n'est pas là, on est nulle part. Voilà un très bon exemple de cette flexibilité, de cette malléabilité du langage musical qui, en tant que tel, évidemment, ne peut pas signifier en un accord entre l'un d'entre nous, tu dois arrêter ton choix. Bien sûr, il n'y a pas un dictionnaire, mais il y a tout ce qu'il faut dans ce jeu d'accords pour pouvoir exprimer et insérer une grammaire. Et la musique semble ravie et contente de pouvoir, telle une cire malléable, prendre l'empreinte, la forme de la pensée. Une pensée qui est aussi description. On a vu les antagonismes entre les différents thèmes, les différents motifs, plutôt Bertrand Roulet, qui peut être l'expression de la laideur et du mal qui fait partie de ses prétendants à la main de Pénélope. Alors justement, du moment qu'on n'est pas dans un point de vue compositionnel basé sur l'esthétique, par exemple, je veux que la partie vocale, qu'il y ait toujours un beau son, je veux qu'il y ait tel accord charmant, je veux tel genre de rythme parce que ça me plaît. On quitte donc les ornières des réflexes et des habitudes. Et si le texte l'exige, on peut justement aller tout d'un coup plonger très loin la canne à pêche dans le flux de l'inspiration et ramener un hideux silure ou un crustacé malveillant. Et Fauré, par exemple, pour mettre en musique ce texte de Pénélope, l'injure à la bouche, raillant la voix qui vous conjure, gaspillant des trésors que n'ont point amassés vos bras, et bousculant les serviteurs, pressés de boire et de manger toujours, votre énergie s'avilissant dans la perpétuelle orgie, vous avez, sans contrainte aucune et sans pudeur, installé dans ces murs le mal et la laideur. C'est pas si mal quand même comme texte. Oui, c'est de beaux vers. Ça va. Hein. Et alors, on va retrouver subtilement les bourdonnements des fileuses, parce que finalement les fileuses, elles sont très complaisantes envers les prétendants. Elles comprennent pas du tout la fidélité de Pénélope. Donc elles font partie de ces forces, par exemple, en nous, qui nous pousseraient à accueillir le prétendant facile qui vient prendre la place de l'Ulysse absent. Donc ça fait un rappel du climat aussi de ce palais, puisque le texte dit, voilà, vous avez fait venir le mal et la laideur dans ce palais. Donc on retrouve cet espace qui s'était ouvert au lever du rideau. Et puis on va avoir de nouveau cette idée d'énergie qui était magnifiée dans une des séquences du thème d'Ulysse. Et ces prétendants vont être présentés comme étant une énergie avilie. Alors, et puis, ce profil denté des prétendants, et ça va vraiment, je m'en aperçois même maintenant, ça c'est pas quelque chose que j'ai préparé, quand je vous avais dit que c'était un élément du thème d'Ulysse, dont il y avait donc le petit intervalle, et puis la verticalité, il peut y avoir la sensualité, mais il y a l'intellectualité, il y a tout, là il n'y a qu'un élément, et bien ici on voit que les prétendants sont représentés comme une sorte d'Ulysse inversé, avec une octave vers le grave. Voilà. C'est aussi savoureux que Fauré utilise au passage un accord qui en tant que tel est connu dans d'autres contextes et qui ne cherche pas forcément à faire des accords inhabituels ou des agrégats, mais que ce soit vraiment le contexte qui rende ces accords inhabituels.
cet effet harmonique est en plus renforcé avec des couleurs étranges, des corps bouchés. Sion, injure à la bouche, rayon la voix qui vous conjure, gaspillons des trésors, que l'on doit amasser vos plans. Et bousculons les serviteurs, précis de boire et de manger toujours, votre énergie, s'envahissant dans la perpétuelle magie. Vous avez sans votre rancune et sans pudeur installé dans ces murs mal et l'aniteur. Je vous méprise. Si ta colère est habillée en Voilà, avec l'orchestre de Gabriel Fauré, ce que vous nous montriez, Bertrand Roulet, donc cette scène autour du mal et de la laideur, comme cela figure dans le livret. Et puis on va passer maintenant à un autre tableau complètement différent, peut-être plus autour de la sensualité antique, ce tableau des danseuses et des joueuses de flûte. Oui, alors c'est tout à fait autre chose que simplement, peut-être comme on l'a chez Massenet, Quelque chose de pittoresque un et élément d'orientalisant. décoratif. Ceci dit, Massenet écrit aussi de la fort belle musique. Hein. Mais là, ne serait-ce que dans l'orchestration, tout d'un coup, l'irruption de ces danses, c'est vraiment comme en nous, tout d'un coup, l'irruption d'une couche complètement différente et qui a à la fois une sensualité, mais qui paraît très dépaysante parce que c'est à la fois un tableau de l'Antiquité, il y a une innocence dans le déploiement de ces danses, de ces joueuses de flûte, et dans le côté un peu inconscient de toutes ces pulsions, de ce côté orgiaque. Il y a évidemment quelque chose d'un petit peu effrayant, de quelque chose d'impitoyable. On sent que le filtre du judéo-christianisme a été enlevé et qu'on replonge dans quelque chose qui nous fait vraiment aussi voyager dans le temps. Et c'est intéressant de voir que ces danses sont d'abord amorcées par un accord qui est orchestré avec trompette, piccolo, avec une certaine sauvagerie et grâce de panthère, de fauve. Il y a quelque chose de tranchant, comme la lueur d'un poignard. C'est en même temps c'est impitoyable comme peut l'être un tango. Le piano ne le rend pas du tout, mais la manière dont Fauré a juste dosé les couleurs, c'était juste ce qu'il fallait. Il n'y a pas de brutalité, il y a juste une noble, une antique et sauvage sensualité. Dans le tableau, évidemment, avec la flûte et la harpe, qui nous fait vraiment être de plein pied dans des caractéristiques purement françaises, eh bien, on a là aussi un travail thématique qui est non sans rappeler Ulysse, par exemple, dans le saut d'octave et le petit intervalle de la seconde. Hein, si on se rappelle le thème d'Ulysse. Et je crois que ces grands intervalles qui amorcent la danse vont vraiment dans le sens de ce que j'essayais de cerner par mes tentatives verbales. Ce qui est aussi très subtil et délicieux, c'est cet aspect aigre-doux, la rencontre entre les brusques caresses de la harpe et puis en dissonance les minces piqûres des hautbois. Voilà cette dissonance ici. C'est très très beau d'avoir justement, spécialement avec un hautbois et des notes courtes, vraiment cet effet d'aigre-doux en musique. Et on l'écoute alors dans la version orchestrée. C'est cette fois l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Charles Dutoit, qui interprète ce ballet du premier acte, on pourrait dire, de la Pénélope de Gabriel Fauré. Sous nos yeux désormais tu fileras. Soupir, nous pourrions t'imposer une contrainte pire.
vigilance habile aux reines se consacrent, elles évoqueront par la grâce de l'art les rêves et leurs jeux dans les matins de l'encre. Servantes, remplissez les cratères. Sur ton sein quand la nuit s'achève, quel rêve. Outragez-moi, chacun dans votre rêve. De t'outrager, nous n'avions pas dessein. Là, c'est Jessie Norman qui est Pénélope avec Charles Dutoit à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il y a un autre Suisse aussi parmi les prétendants, c'est Philippe Huttenlocher, Eurimac, avec Gérard Friedman, Paul Guig et Jean Dupuis dans cette scène de danse. On est à la fin de la scène 4 de l'opéra et on va voir arriver, déguisé en mendiant, comme selon le mythe, Ulysse lui-même, donc, qui ne se fera pas reconnaître tout d'abord. Et c'est là qu'on voit que cette scène de danse, elle est parfaitement enchâssée dans le reste de la scène, parce que Pénélope, qui dit aux prétendants, avec leurs propositions et leurs remarques et un peu égrillardes, un peu faciles, vous n'avez fait qu'éveiller dans mon sein le souvenir ardent des heures de délices où je brûlais d'amour entre les bras d'Ulysse. Et en fait, elle semble l'appeler et dans un accroissement lyrique qui va justement aboutir jusqu'à l'arrivée d'Ulysse. Et là, on assiste à quelque chose que Fauré avait déjà fait dans sa célèbre mélodie Clair de lune. On a le piano qui a une mélodie et puis le chant a une toute autre mélodie qui se combine harmonieusement. Donc là, on a de nouveau toujours ces thèmes de danse. Et puis Pénélope chante Ulysse, guerrier doux, voix sans cesse écoutée et toujours inouïe. Et puis on a maintenant ce qui est identifié comme un nouveau thème
qui est très important, qui cette fois n'est plus avec des intervalles heurtés ou de grands intervalles, soit montants, soit descendants, soit mordants comme chez les prétendants. On a maintenant ce thème ici qui est très important, qu'on qualifie de thème d'amour. Maître, à qui j'ai donné les trésors de ma grâce. Alors, si je le joue avec l'harmonie, ça fait... Mais on a toujours la mélodie de flûte, la mélodie du ballet qui continue. Alors sur cette mélodie, la flûte joue. Alors on voit tout à fait que ce nouveau thème, en fait, c'est le principe maintenant de la linéarité, de l'harmonie, de l'union, qui va commencer à germer et qui est lui aussi, on va dire, le pôle inverse des prétendants. On verra comment est-ce que cette ligne n'est pas si différente du thème d'Ulysse. Quand Pénélope dit « Ulysse, pur vainqueur », alors ça c'était un des éléments du thème d'Ulysse, mais pur... Si j'enlève la note du bas et que je fais... On verra que tout cela maintenant va se rejoindre. C'est clair dans l'exemple qui suit. Tout ça, c'est encore des séquences montantes du thème d'Ulysse. C'est là qu'on voit le lien. Au lieu de faire faux réécrit, alors, au lieu d'avoir... Ça, ce serait le principe, on va dire, plus heurté du thème d'Ulysse. Et ça, c'est le thème maintenant fluidifié. Alors là, les choses se comprennent et on a l'impression de voir dans la progression de cet air, enfin de ce passage lyrique, ce ne sont pas des airs bien sûr, comme deux trains qui se rencontrent, deux flux qui vont maintenant se rejoindre et au sommet, au moment où ils se rencontrent, c'est la réaction chimique, ça aboutit avec l'arrivée d'Ulysse. Évidemment tout un traitement très intéressant avec les quintes. J'aimerais juste le montrer ce que ça donne harmoniquement. Voilà. Ça donne cet accord extraordinaire. Alors voilà, on va très bien le percevoir au disque. Voilà, c'est ce grand moment de lyrisme et d'intelligence.
La voix d'Ulysse dans le lointain, c'est dans cette interprétation celle d'André Turp que vous nous avez bien présentée donc pour son arrivée sur ce crescendo, on peut dire, d'intensité et sur la litanie de Pénélope qui précédait en l'honneur donc de son mari. Pénélope, c'est Joséphine Visé dans cette interprétation dirigée par David Lloyd-Jones, avec laquelle nous allons nous quitter pour ce troisième volet, Bertrand Rollet. On va revenir un peu en arrière au début de cette grande scène des prétendants pour l'entendre dans la continuité avec dans les rôles des quatre méchants, si j'ose dire, Nell Howlett, Alexander Oliver, Gerald English et Richard Angas, baryton et ténor, qui se disputent la main de Pénélope de Gabriel Fauré. Je te parle au nom de tous et je te blâme. Nous t'avons accordé de suffisants délais. Entends-tu? Voilà, ainsi s'achève cette émission de Musique en mémoire. Nous en savons déjà beaucoup sur Pénélope, mais pas encore assez David Mestry. Et elle-même ne sait pas encore qu'Ulysse est près d'elle. On verra tout cela demain avec Bertrand Rollet, notre pianiste. Que nous laissons ici, assis à ce piano de la radio-télévision suisse. Gérald Dieston, notre réalisateur, ne sera pas bien loin jusqu'à demain. Et puis il y a aussi Isabelle Watson qu'il faut saluer. Merci beaucoup David Mestry. Musique en mémoire, proposition de John Creder. Vous écoutez Espace 2, il est 11h.